La dynamique tourbillonnaire génère ce qu'on appelle un effet vortex et il vous suffit de vous rendre à proximité d'un cours d'eau et de l'observer pour vous apercevoir que cette dynamique tourbillonnaire se produit en permanence des centaines de fois à chaque seconde dans un courant d'eau, dans un sens rotatoire droite ou gauche, dextrogire ou lévogire. Et donc cela est permanent. Dans la nature, nous allons voir que cette dynamique tourbillonnaire est présente partout et que cette dynamique tourbillonnaire génère des états particuliers au niveau de l'eau. C'est là où nous allons pouvoir parler de structuration de l'eau, par exemple, ou d'augmenter le niveau de cohérence de l'eau. Eh bien, la dynamique tourbillonnaire est l'élément par excellence de restructuration de l'eau par excellence. Pourquoi? Parce que c'est ce qui se produit dans la nature elle-même. C'est la dynamique que nous allons retrouver le plus présent dans la nature. Alors, petite observation, d'où nous trouvons déjà cette dynamique-là dans la nature. De l'infiniment grand à l'infiniment petit, cette dynamique est présente partout. Dans les galaxies, par exemple, hein, qui sont les corps célestes les plus grands que nous puissions appréhender au niveau de la science, eh bien, il se trouve que les galaxies ont cette forme-là, cette dynamique tourbillonnaire, ce qui est quand même assez extraordinaire qu'un corps céleste aussi grand s'emploie à avoir cette forme spécifique. Et dans l'infiniment petit, c'est pareil. Le noyau de l'atome est formé par une double dynamique tourbillonnaire qui génère une sphère appelée un tor ou un torus, cette forme-là que vous pouvez voir sur la diapositive. Et en fait, c'est un double vortex inversé. L'atome étant le niveau le plus petit que nous soyons en mesure d'appréhender au niveau de la science. On est là même limite entre la corpuscule et l'ondulatoire, la vibration. Eh bien, à ce niveau-là, également comme au niveau le plus vaste, eh bien, nous retrouvons cette dynamique particulière. Et nous allons voir qu'à d'autres moments, à d'autres endroits du vivant, que ce soit donc dans les tourbillons dans l'eau, que ce soit les cyclones, que ce soit au niveau voilà, de la formation des nuages, ou même au niveau de notre ADN, où on retrouve pareil cet hélicoïde, donc cette dynamique tourbillonnaire, l'ADN qui est une des briques pareil, de construction de notre organisme les plus petites et qui, cela dit au passage entre parenthèses, si elle n'était pas en fait constituée de 99,9999% d'eau, eh bien ne tournerait pas, ne serait pas en fait viable, hein, vivante, elle exploserait directement. Donc l'ADN elle-même est constituée en majorité d'eau et c'est ce qui permet à tout ça de tenir et de fonctionner normalement au sein de notre organisme. Eh bien, cette dynamique tourbillonnaire, elle est présente. Victor Schauberger, garde forestier autrichien des années 1930 à 1960-70, eh bien, avait observé attentivement la nature et c'est un des pères en fait de l'impulsion de recherche autour de la dynamique tourbillonnaire, puisqu'à force d'observation de ces caractéristiques-là dans la nature, il en était amené à se poser énormément de questions et à percevoir intuitivement que cette dynamique jouait un rôle vraiment particulier dans le vivant. Et donc lui-même à l'époque a fabriqué, a produit différents outils, différents systèmes, différents principes basés sur ces dynamiques tourbillonnaires qui ont eu beaucoup d'avantages, d'intérêt et d'applications au niveau de l'eau, entre autres, mais également dans d'autres domaines. En tout cas, il a vraiment suscité de l'intérêt autour de ces découvertes et il a poussé beaucoup de chercheurs à continuer à rechercher et à découvrir l'impact en fait de ces dynamiques tourbillonnaires sur le vivant, sur la matière, en l'occurrence ce qui nous intéresse ici sur l'eau. C'est-à-dire qu'au-delà de simplement on va dire, le brassage apparent d'un tourbillon qui se forme au niveau de l'eau, du brassage entre l'eau et l'air, eh bien, il y a également toute une structure qui se met en place qui est liée à la forme elle-même et à la manière dont la forme va se diriger de l'extérieur vers l'intérieur dans une formation qu'on appelle centripète ou de l'intérieur vers l'extérieur dans ce qu'on appelle une forme une énergie, une direction centrifuge. Et donc, ces deux
variation, on pourrait dire, énergétique du tourbillon, droite ou gauche, centrifuge ou centripète, eh bien, génère au niveau de la matière, de la structuration ou de la déstructuration, donc de la cohérence ou de l'incohérence. Et c'est ce qui va permettre, eh bien, à la matière de changer d'état naturellement. Et ce qui va nous intéresser au niveau de l'eau, eh bien, c'est le fait de pouvoir, en créant la dynamique tourbillonnaire, générer une organisation particulière de l'eau, ou on peut dire une cohérence de l'eau, et de pouvoir ensuite, eh bien, bénéficier de cette cohérence de l'eau pour nos organismes. Alors là, évidemment, encore une fois, où nous nous heurtons je dirais à la science actuelle, c'est qu'il y a eu une émission qui est passée sur ce sujet-là, où deux journalistes ont mis en mouvement de l'eau dans des bouteilles, hein, avec un petit outil qui permet de raccorder les bouteilles, donc de créer le tourbillon à l'intérieur des bouteilles, et sont allés rencontrer une chercheuse dans son laboratoire. Donc ça fait l'occasion d'une émission sur Arte. Et puis, ils lui ont demandé de faire des mesures sur l'eau. Donc, elle a recherché différents paramètres, dont l'oxygène et quelques autres paramètres. Et elle a dit, bah non, je ne vois rien entre une eau normale ou une eau qui est soi-disant vortexée ou dynamisée ou vitalisée. Eh bien, pour moi, c'est la même chose. Je ne vois pas de différence dans ce que je peux mesurer. Et encore une fois, eh bien, c'est tout à fait juste et logique, hein, si vous revenez juste à la diapositive, à la présentation précédente, où notamment je parle des outils, hein, de mesure et d'approche, d'appréhension de ces caractéristiques de l'eau. Et bien effectivement, il va falloir aller chercher beaucoup plus en profondeur, et avec des outils qui ont la capacité d'avoir une vision beaucoup plus fine de la matière, pour pouvoir comprendre ce qui apparaît, ce qui se crée au niveau de l'eau. Alors on parle par ailleurs de clusters dans l'eau, hein, comme on a pu parler de structure. Quand on parle de structure, on a dans l'idée de quelque chose qui est structuré, qui va être cadré, qui va devenir statique, qui va se figer. Or, pas du tout. Et quand on aborde aussi cette thématique des clusters d'eau, c'est-à-dire de la possibilité de l'eau de s'agencer et de s'organiser par des groupements de molécules les unes entre les autres, et qui vont conférer du coup à l'eau des propriétés en fonction de la quantité de l'agencement. Si on a trop de clusters, eh bien, on va perdre des propriétés de l'eau, mais si on a un certain nombre de 3, 4, 5 clusters qui s'agencent entre eux, donc de molécules agencées entre eux, donc on a des formes géométriques qui apparaissent à ce moment-là au niveau de l'eau, qui vont conférer à l'eau des propriétés particulières. D'ailleurs, vous allez voir, nous allons parler après également de la géométrie et de l'impact de la géométrie éventuellement sur l'eau. En tout cas, il est important de percevoir et de concevoir et de conserver présent à l'esprit que cette thématique de la structuration de l'eau est à aborder sous l'angle dynamique, c'est-à-dire sous l'angle mouvant, sous l'angle du mouvement. Si je considère que c'est statique, eh bien effectivement, je n'arriverai pas à comprendre ce qui peut se produire au niveau de l'eau. Et c'est bien évidemment là une des interrogations de la science, que ces thématiques-là de la dynamisation de l'information, de la structuration de l'eau, de savoir de quoi il en retourne et quels sont les fondements sous-jacents de cela, puisque en fait, comme la molécule d'eau fluctue en permanence, on a du mal à imaginer, appréhender le fait qu'il puisse y avoir pourtant une organisation et une cohérence dans ce mouvement perpétuel et permanent de l'eau. Donc c'est une interrogation. Et ça, c'est possible en fait d'entreapercevoir en fait l'organisation, je dirais, sous cette forme énergétique fluctuante, sous la forme du mouvement, où pour autant, même si mouvement il y a, eh bien cohérence, il peut y avoir également. Et donc, c'est ce que nous allons chercher dans la génération de tourbillons de l'effet vortex au niveau de l'eau. Eh bien, nous allons chercher à apporter de la cohérence à l'eau, à apporter une structure. Et le but étant que lorsque cette eau va être bue, eh bien, cette cohérence, cette structure puisse générer au niveau de l'organisme, induire des mécanismes de même nature, amenant l'organisme lui-même à retrouver une forme de cohérence, d'organisation structurée qui va lui permettre évidemment de fonctionner avec beaucoup plus d'aisance, de fluidité et de rééquilibrer des déséquilibres et des pathologies, quelles qu'elles soient et quelle que soit leur forme. Donc voilà ce que nous allons chercher à travers cette dynamique tourbillonnaire qui est une dynamique par excellence au niveau de l'eau et de la restructuration de l'eau. Et qu'est-ce que nous constatons par exemple sur le végétal? Ce sont des expériences vraiment très intéressantes à faire et à la portée de tous,
puisque ça peut porter juste sur de la germination de graines. Et l'avantage également de ces expérimentations, c'est qu'elles peuvent être très rapides, puisque des graines, à mettre à germer, c'est l'espace de quelques jours. Donc, le mieux étant de faire des expériences comparatives où vous allez pouvoir prendre par exemple une eau du réseau normale et cette même eau du réseau que vous allez dynamiser ou vitaliser par un procédé ou un autre. Ça peut être le vortex, mais il peut y avoir d'autres outils qui permettent de faire ça. Et d'observer en comparatif ce qui apparaît, ce qui se produit. Et par exemple, sur le végétal, qu'est-ce qu'on va observer souvent en premier lieu? C'est que, déjà, on a une germination qui est plus rapide, où on va produire plus de systèmes racinaires et donc de masse végétale, puisque plus on a de racines au niveau de la plante, et bien plus elle va pouvoir capter dans son environnement les éléments nutritifs dont elle a besoin, et donc mieux elle va pouvoir croître, se développer et générer de la masse végétale. On observe, si on poursuit la croissance de ces végétaux qui peuvent être par exemple des légumes ou des fruits, pourquoi pas, si on observe plus dans le temps, on va observer, en tout cas les légumes c'est plus rapide, on va observer dans tous les cas un meilleur état sanitaire de la plante et une faculté à se défendre plus aisément éventuellement des pathologies de la plante ou des agressions extérieures, donc un système immunitaire plus puissant de la plante, une arrivée à maturité plus rapide des légumes ou des fruits. Et d'ailleurs, en consommant en général moins d'eau, jusqu'à 30% en moins en quantité d'eau. Pourquoi? Bien tout simplement parce que l'eau a retrouvé ses propriétés, on pourrait dire naturelles ou essentielles, qui sont de pouvoir mieux pénétrer également les tissus, que ce soit végétaux ou c'est pareil à l'intérieur de l'organisme. On va arriver à mieux pénétrer à l'intérieur des cellules et l'eau remplira donc mieux sa fonction de nettoyage, d'élimination et d'export des déchets à l'extérieur de l'organisme. Et bien pour les végétaux, c'est pareil. Pourquoi ils arrivent à maturité plus tôt et qu'on a besoin moins de quantité d'eau, puisqu'elle remplit mieux sa fonction d'imprégnation et d'augmentation de l'ensemble des processus internes à la plante de circulation des flux, et y compris de l'énergie aussi, puisque les plantes sont constituées comme nous d'un aspect matériel physique et d'un aspect énergétique vibratoire. Et on va s'apercevoir que ces végétaux ont des propriétés nutritives augmentées, donc un meilleur goût, puisque ce qui fait le goût dans un légume ou dans un fruit, c'est cet ensemble minéral qu'elle aura réussi à capter dans le sol, souvent en alchimie avec les micro-organismes présents également dans le sol, et qu'elle va restituer dans un fruit, dans un légume, sous forme de goût, d'aspect gustatif, qui va être à la fois minéral, mais également sous la forme des sucres, etc. Et ça, c'est bien parce qu'il y aura eu des échanges corrects entre le sol et la plante, et puis aussi entre le ciel, le cosmos et la plante. Ce n'est pas que terrestre, mais on va s'apercevoir que le fait qu'une plante soit en pleine santé, en pleine forme, ça lui permet d'échanger beaucoup mieux avec l'ensemble de son environnement, et c'est ce qui génère au final sur des fruits ou des légumes bien les qualités, les propriétés nutritives et les qualités du végétal en lui-même ou de la plante. Si on parle par exemple de plantes médicinales, les principes actifs de la plante elle-même, qui sont liés à ce qu'elle va pouvoir capter dans son environnement. Et ça, on peut faire aussi très bien le parallèle. Si vous consommez des légumes qui sont produits juste en hydroponie, par exemple, où donc principalement c'est l'eau qui est utilisée, mais on n'a presque plus de substrat. Si la plante ne peut pas les capter correctement dans le sol, les propriétés nutritives liées au sol, et les éléments minéraux, au final, on va avoir un légume, un végétal qui est insipide, qui a pas de goût, parce que la plante n'aura pas capté dans le sol. Donc, c'est vraiment un ensemble qui se joue ici, et le principe de la vitalisation de l'eau à ce moment-là, pour le végétal, a pour optique non seulement d'apporter un meilleur fonctionnement de l'eau, une meilleure fonction de l'eau à l'intérieur de la plante en termes d'hydratation, etc., mais surtout de permettre aussi une maximisation des échanges avec l'environnement et avec le sol, qui sont des éléments fondamentaux pour la croissance d'une plante, pour son état
sanitaire général pour sa santé, pour la force de son système immunitaire. Et donc, à ce moment-là, ce qu'apporte l'eau n'est pas que lié à cette idée que nous pourrions avoir que l'eau, c'est de l'eau, c'est juste pour hydrater, c'est mouillé, c'est liquide. Mais non, c'est aussi ce que ça va amener en termes de cohérence et de flux au niveau de la circulation de l'énergie, y compris à travers le végétal. Vous allez voir par la suite, hein, donc on va aborder la question des formes et de la géométrie, de cet impact-là au niveau de l'eau, et également eh bien, ce qui se produit dans la consommation de ces eaux-là pour les animaux et pour les humains, puisque là, nous parlons des végétaux, mais évidemment, ça a un impact également sur les humains, et c'est notre objet.